Le tueur de la Green River, un nom qui glaçait le sang des habitants de Seattle dans les années 1980. Ce tueur en série s'en prenait à des femmes vulnérables, laissant derrière lui une traînée de terreur et de désespoir. Ces crimes, marqués par la brutalité et un mode opératoire obsédant, ont jeté une ombre sur la ville, laissant une marque indélébile dans son histoire. Voici l'histoire du tueur de la Green River, de ses victimes et de la poursuite acharnée qui l'a mené à la justice. Elle plonge dans le côté obscur de la nature humaine et le dévouement sans faille des forces de l'ordre dans leur quête de vérité et de justice. Le règne de terreur du tueur de la Green River a débuté à l'été 1982. De jeunes femmes, dont beaucoup étaient des travailleuses du sexe ou des fugueuses, ont commencé à disparaître des rues de Seattle. Leurs corps, souvent retrouvés jetés dans ou près de la Green River, portaient les marques horribles de la violence. La ville était sur les nerfs. La peur imprégnait chaque recoin. Ses premières victimes présentaient des similitudes effrayantes. Il s'agissait souvent de femmes marginalisées, vivant en marge de la société. Leurs disparitions, d'abord négligées ou ignorées, ont rapidement brossé un tableau sinistre. Un tueur en série rôdait dans les rues de Seattle. L'affaire du tueur de la Green River est rapidement devenue une priorité absolue pour le bureau du shérif du comté de King. Les détectives étaient confrontés à une tâche colossale. Le tueur était méticuleux, ne laissant que peu d'indices derrière lui. Le nombre même de victimes et la vaste zone où leurs corps ont été retrouvés ne faisaient qu'accroître le défi. Malgré l'immense pression, les enquêteurs ont travaillé sans relâche, interrogeant des témoins, poursuivant des pistes et rassemblant minutieusement des fragments de preuves. L'enquête était une course contre la montre, chaque jour qui passait apportant la peur d'une autre vie perdue. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, des lueurs d'espoir pointaient au milieu de la frustration. Les détectives travaillaient sans relâche, examinant chaque indice, chaque piste, dans l'espoir de trouver une percée. Un témoin s'est manifesté, fournissant la description d'un homme vu avec l'une des victimes. Cette information a permis aux enquêteurs de créer un portrait robot du suspect, une première avancée significative dans l'affaire. Cet élément crucial, associé à la découverte de fibres et de particules de peinture sur les vêtements de certaines victimes, a offert aux enquêteurs leur première piste concrète. Les laboratoires criminels ont travaillé jour et nuit pour analyser ces preuves, espérant qu'elles mèneraient à l'identification du tueur. Cependant, le tueur de la Green River est resté insaisissable. Malgré les efforts intensifs, il semblait toujours avoir une longueur d'avance sur les autorités. Les années se sont transformées en décennies et l'affaire s'est refroidie. Les journaux ont cessé de publier des articles sur le cas et l'intérêt public a diminué. L'absence de progrès pesait lourdement sur les familles des victimes qui cherchaient désespérément des réponses et à faire leur deuil. Chaque jour, sans nouvelles, était une nouvelle blessure pour eux. La communauté, autrefois unie dans la peur, était aux prises avec un sentiment croissant de désespoir. Les réunions de quartier étaient remplies de discussions sur la sécurité et la justice, mais les réponses restaient insaisissables. Chapitre 5. Une communauté terrorisée. L'impact des crimes du tueur de la Green River. Les crimes du tueur de la Green River ont eu un impact profond sur Seattle. La ville, autrefois connue pour sa tranquillité, a été plongée dans une atmosphère de peur et de méfiance. La peur s'est emparée de la ville, en particulier chez les femmes. Elles évitaient de sortir seules la nuit, craignant de devenir la prochaine victime. Les parents sont devenus plus protecteurs envers leurs filles, et les femmes avaient peur de marcher seules la nuit. Les conversations familiales tournaient souvent autour de la sécurité et des précautions à prendre. Les rues autrefois animées de Seattle semblaient s'assombrir sous l'ombre du règne du tueur. Les commerces fermaient plus tôt et les habitants se pressaient de rentrer chez eux avant la tombée de la nuit. Le fait que le tueur s'en prenne aux travailleuses du sexe a également stigmatisé une communauté déjà marginalisée. Ces femmes, souvent invisibles, se retrouvaient
soudainement au centre de l'attention, mais pas de la manière qu'elles auraient souhaité. Beaucoup hésitaient à parler à la police, craignant d'être jugés et poursuivis. La méfiance envers les autorités a compliqué la tâche des enquêteurs, rendant la capture du tueur encore plus difficile. Ce manque de confiance a entravé l'enquête, isolant davantage les victimes et leurs proches. Les familles des disparus vivaient dans l'angoisse, espérant des réponses qui tardaient à venir. La communauté tout entière ressentait le poids de cette tragédie. Chapitre 6. La cellule spéciale Green River, une poursuite implacable. Déterminé à traduire le tueur de la Green River en justice, le bureau du shérif du comté de King a mis sur pied une cellule spéciale. Cette équipe de détectives chevronnés, d'experts médico-légaux et d'analystes a apporté de nouvelles perspectives et des techniques innovantes à l'enquête. La cellule spéciale a méticuleusement passé en revue les anciennes preuves, réinterrogé des témoins et exploré de nouvelles pistes. Elle a utilisé une technologie médico-légale de pointe, espérant découvrir tout détail négligé qui pourrait la mener au tueur. Chapitre 7. Identifier le monstre, Gary Ridgway, émerge. Coup de théâtre, un nom a refait surface lors de l'enquête initiale. Gary Ridgway, peintre en carrosserie, il avait été interrogé au début des années 1980, mais avait été écarté de la liste des suspects. Cependant, les progrès de la technologie ADN ont permis aux enquêteurs de réexaminer d'anciennes preuves, et cette fois, elles pointaient directement vers Ridgway. Cet homme apparemment ordinaire menant une vie banale est devenu le suspect numéro 1. Une surveillance discrète a été mise en place et les enquêteurs ont commencé à monter un dossier contre lui. L'étau se resserrait. Chapitre 8. Le prix de la justice. Un accord judiciaire et des aveux. Prenant une décision qui a choqué et divisé la nation, le ministère public a proposé à Gary Ridgway un accord judiciaire. En échange d'informations sur les meurtres non résolus et de la conduite des autorités vers les restes de ses victimes, Ridgway échapperait à la peine de mort. Cette décision a suscité des réactions mitigées. Certains ont soutenu que la justice exigeait la peine de mort, tandis que d'autres ont estimé que l'obtention des condamnations et la possibilité pour les familles des victimes de faire leur deuil passaient avant tout. Chapitre 9. Dans l'esprit d'un tueur en série, comprendre Gary Ridgway. Après son arrestation, Gary Ridgway a avoué les meurtres de 48 femmes, ce qui en fait l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. Il a fourni des détails glaçants sur ses crimes, se rappelant souvent des détails précis sur ses victimes que seul le tueur pouvait connaître. Les experts qui ont étudié Ridgway l'ont décrit comme un tueur rusé et méticuleux qui choisissait soigneusement ses victimes et planifiait méticuleusement ses crimes. Il tirait plaisir du contrôle et de la domination, retournant souvent sur les lieux des décharges pour revivre ses crimes. Chapitre 10. L'héritage de la terreur. Les suites des meurtres de la Green River. Ce chapitre explore les répercussions profondes et durables de cette série de crimes horribles qui ont secoué la ville de Seattle et ses environs. L'affaire du tueur de la Green River a laissé une marque indélébile sur Seattle. Les années 1980 ont été marquées par une atmosphère de peur et de méfiance, alors que les résidents tentaient de comprendre l'ampleur de la menace qui pesait sur eux. Elle a révélé la vulnérabilité des communautés marginalisées et mis en évidence la nécessité de meilleurs systèmes de soutien pour les personnes à risque. Les groupes communautaires ont commencé à se mobiliser, cherchant des moyens de protéger les plus vulnérables et de prévenir de telles tragédies à l'avenir. L'affaire a également conduit à des améliorations significatives dans les techniques d'application de la loi, en particulier dans les domaines de l'analyse ADN et du profilage des tueurs en série. Les enquêteurs ont appris de précieuses leçons qui ont transformé la manière dont les crimes sont désormais résolus. Les familles des victimes, à jamais marquées par la perte de leurs proches, ont trouvé un certain réconfort en sachant que leur bourreau avait été traduit en justice. Cependant, la douleur de leur perte reste vive et leur quête de justice et de mémoire continue de les animer.
Elles ont créé des mémoriaux et des fondations pour honorer leur mémoire et plaider en faveur du changement. Ces initiatives visent non seulement à se souvenir des victimes, mais aussi à sensibiliser le public et à promouvoir des réformes pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent. Chapitre 11. Se souvenir des victimes. La promesse d'une ville. Aujourd'hui, Seattle se souvient des victimes du tueur de la Green River, avec un mélange de tristesse et de détermination. Les mémoriaux sont autant de rappels solennels des vies perdues et de l'impact durable de la violence. La ville reste déterminée à tirer les leçons de son passé, en s'efforçant d'empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. L'affaire du tueur de la Green River nous rappelle cruellement les ténèbres qui peuvent se cacher sous la surface des communautés apparemment les plus paisibles. C'est une histoire de perte, de résilience et de poursuite acharnée de la justice.